Bien, bonjour. Je remplace au pied levé Claude Guillien, comme vous en apercevez. On va parler aujourd'hui des MST, en tout cas de celles que vous n'avez pas encore vues. Je crois que la semaine dernière, Anne Cady vous a parlé de la chaude-pisse, la gonocoxie. Et donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est essentiellement s'intéresser à la syphilis. La syphilis, c'est une maladie extrêmement importante. C'est dans votre culture générale, dans votre pratique quotidienne, une maladie à côté de laquelle vous ne devez pas passer. Ce n'est pas une maladie très fréquente, mais c'est une maladie qui a énormément compté dans l'histoire de l'humanité, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, elle existe encore et elle passe inaperçue, sauf quand il est trop tard. Donc on va voir ça, et puis on fera un tout petit mot sur Haemophilus ducreyi, un autre modèle d'infection génitale qui donne un autre chancre vénérien qui s'appelle le chancre mou. Donc l'agent de la syphilis, c'est Treponema pallidum, et non pas Trypanosoma pallium, comme j'ai trouvé dans les copies l'année dernière. J'en ai trouvé d'autres qui étaient bien. Treponema pallidum, le tréponème pâle. Les tréponèmes, en deux mots, des bactéries extrêmement fréquentes chez l'homme et chez les primates. Vous avez tous dans la bouche des tréponèmes. Pâles, j'espère que non, mais vous avez des tréponèmes commensaux. Et ce sont des bactéries qui vivent très bien dans notre tube digestif. Elles sont très fragiles. Elles ont une forme spiralée caractéristique qu'on verra tout à l'heure. Certaines donnent des infections qui sont réparties un peu partout dans le monde, dont on n'aura pas le temps de parler dans le cadre de ce cours. Le nom de ces infections, c'est par exemple le bégel ou le pian, ou éventuellement le karaté, avec un C. Et, ouais. Et puis il y en a une qui est gravissime, avec des conséquences qui peuvent être désastreuses, c'est la syphilis. Donc c'est à celle-là qu'on va se consacrer aujourd'hui. Et donc on va voir cette infection vénérienne, c'est-à-dire transmissible pendant les rapports liés à Vénus, donc les rapports amoureux. C'est une infection extrêmement contagieuse, dont l'importance historique est gigantesque, mais dont les origines sont assez méconnues. Elles sont inconnues même. Et il y a une grande querelle qui agite scientifiques de l'Ancien Monde et du Nouveau Monde. En quelques mots, les Américains, et notamment les Américains indiens, pensent que ce sont les Européens qui ont apporté ce mal en Amérique, et les Européens pensent que ce sont les Indiens qui ont contaminé les marins de Christophe Colomb. Il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. Quoi qu'il en soit, et ce n'est pas nécessairement pour aller à l'encontre des Indiens, mais une chose est sûre, c'est que les grandes épidémies de syphilis ont commencé à partir de 1494, c'est-à-dire 2 ans après que les marins de Christophe Colomb soient rentrés et se soient déplacés notamment vers Naples pour aller aider le roi Charles VIII à faire les guerres d'Italie. Donc c'est quand même une maladie qui a explosé au tout début des temps modernes, à la fin du Moyen-Âge, et liée probablement au contact avec les Indiens. Alors son importance historique, ce n'est pas ça qu'il faut en retenir. Ce qu'il faut en retenir, c'est que c'était la maladie des 17, 18 et 19e siècles. À la fin du 19e siècle, on considère que de très très loin, la syphilis est l'agent responsable de mortalité par maladie cardiovasculaire chez l'homme de 50 ans et plus. Donc c'est la première cause de mortalité. La syphilis est partout. Alors il y a des listes gigantesques sur Wikipédia ou ailleurs, de gens qui sont morts de la syphilis. On a trouvé la syphilis dans toutes les classes sociales, on la trouve aussi bien dans les fosses communes que dans les cimetières de nobles, et ça a commencé avec François Ier et Charles Quint, et ça a continué jusqu'à très tard, avec en particulier de grands artistes ou des gens aussi célèbres que Howard Hawks, par exemple, pas Howard Hawks, Howard Hughes, pardon, qui non seulement était atteint de la syphilis, mais l'a transmise à toutes les starlettes qui passait dans son lit. Bien, fin de la page historique. Néanmoins, c'est une maladie qui avait disparu avec l'avènement de la pénicilline, parce que l'avantage, si l'on peut dire, du tréponème pâle, c'est qu'il est facilement traitable par la pénicilline. La maladie, dans sa phase tardive, est plus difficile à traiter, mais dans sa phase initiale, la bactérie est très sensible. Et puis, à partir des années 80, probablement, sans qu'on sache vraiment tout à fait, mais en tout cas, parallèlement à l'épidémie de sida, eh bien, on a observé une recrudescence très importante de la syphilis, une recrudescence qui continue, bien que ça reste, dans un pays comme le nôtre, une maladie qui est relativement rare. Le principal risque, et ce qu'on vous demandera à coup sûr de prévenir, c'est la transmission placentaire,
Ça fait partie de ces rares, on avait évoqué en travaux pratiques les infections par Listeria monocytogenes, qui était capable, à partir d'une infection maternelle, d'infecter un fœtus. Et bien là, il y a également avec la syphilis une transmission transplacentaire qui est importante, on va la détailler tout à l'heure. Et également un risque de transmission transfusionnelle si du sang de patient contaminé est transfusé. On connaît très peu de choses sur la physiopathologie de l'infection parce que ce n'est pas une bactérie qui se cultive. C'est une bactérie qui est impossible de cultiver ailleurs que dans les testicules de lapin. On n'a pas toujours ça sous la main, et puis il faut que le lapin soit vivant. Donc on ne produit pas Treponema pallidum, on n'arrive pas à le faire se multiplier, on n'arrive pas à avoir de modèles expérimentaux corrects, puisque c'est une infection vraiment humaine. Et donc il est difficile d'avancer en termes de connaissances. Néanmoins, ce qu'on sait, c'est ce qu'on observe en histopathologie notamment, et on sait que l'infection, c'est d'abord une multiplication bactérienne sur des sites particuliers, et notamment dans le tissu vasculaire, et cette multiplication périvasculaire puis vasculaire entraîne des vascularites. Et ça, c'est l'essentiel de la symptomatologie initiale, va être dû à ces vascularites. Ensuite, la bactérie, clairement, est capable d'échapper au système immunitaire, puisque l'infection va durer 10, 15, 20 ans, 30 ans, jusqu'à la mort. Et cet échappement au système immunitaire, on ne sait pas tout à fait comment il se produit. On pense que les bactéries sont capables de s'entourer de mucopolysaccharides, peut-être attrapé chez l'hôte, la bactérie est peut-être capable de se recouvrir, un peu par analogie avec ce qu'on avait observé avec les staphylocoques dorés et le fibrinogène. Et là, on pense que l'une des substances qui peut recouvrir les tréponèmes, le tréponème pâle, c'est la fibronectine. Fibronectine, c'est une protéine soluble qui se trouve très largement répandue dans l'organisme et qui sert à faire l'interface entre les structures cellulaires, en particulier les intégrines, donc la surface des cellules, et puis les protéines du tissu conjonctif, en particulier le collagène. Eh bien, il semble que Treponema pallidum soit capable de se recouvrir de fibronectine et de rester recouvert de fibronectine pendant assez longtemps. Il échappe au système immunitaire comme ça dans un premier temps, mais il semble qu'ensuite, il soit capable de présenter cette fibronectine de façon un peu particulière à l'organisme, et l'organisme ferait des réactions auto-immunes contre sa propre fibronectine, ce qui expliquerait les évolutions tardives de la maladie qui sont plutôt du registre des maladies auto-immunes. Bien, tout ça c'est des hypothèses, on n'est pas tout à fait convaincu de ça, je vous les mentionne quand même pour que vous ayez quelque idée de la façon dont ça fonctionne. Quoi qu'il en soit, ce qu'on va observer très vite, au niveau vasculaire puis au niveau cutané, ce sont des lésions de type granulomateuse avec souvent une nécrose caséeuse, ça c'est dans la deuxième partie de la maladie dans laquelle eh bien, il y aura des cadavres bactériens et des cellules immunitaires. L'incubation de la maladie est variable selon l'inoculum et l'état immunitaire du patient, mais c'est néanmoins 3 à 6 semaines. Ce n'est pas une infection qui se révèle le lendemain d'un rapport sexuel. Le comptage est quasiment toujours un rapport sexuel, hein. On va le voir tout à l'heure. Et la première phase s'appelle la syphilis primaire, et c'est à peu près la seule que vous rencontrerez, en tout cas quand un patient viendra solliciter un diagnostic d'infection vénérienne. Donc, c'est une phase qui est assez courte, elle va durer 4 à 6 semaines, et elle va être essentiellement diagnostiquée chez l'homme. Pourquoi ? Parce qu'elle se manifeste sous la forme d'un chancre d'inoculation. Alors, ce chancre d'inoculation est tout à fait caractéristique. C'est un chancre assez lisse, il est petit en général, il a un contour régulier, bien déterminé. La base, le pourtour, est induré. Et ça, c'est ce que vous devez retenir, c'est que ce chancre, il est indolore et induré. C'est-à-dire que c'est dur, c'est cartonné au toucher. Et si on laisse évoluer les choses spontanément, il y a une cicatrisation, puis ça disparaît, puis c'est fini, et on oublie. Si néanmoins le patient est venu consulter parce que ça l'ennuie d'avoir ce genre de choses sur son attribut génital principal, eh bien vous allez pouvoir faire le diagnostic. À peu près le seul diagnostic qui met en évidence la bactérie, c'est un prélèvement direct de la sérosité qui s'écoule du chancre. Et cette sérosité claire, non purulente, contient énormément de tréponèmes, ce qui rend finalement cette lésion très contagieuse. Et on peut faire un diagnostic direct au microscope, avec un microscope tout simple, sans coloration. Ça se fait sur un microscope qu'on appelle un microscope à fond noir. Et on voit ces tréponèmes, ces bactéries spirillaires. Je vous montrerai une photo tout à l'heure. Bien, on n'est pas souvent en situation de faire ce diagnostic, mais si par hasard vous pouvez le faire, alors vous avez tout de suite porté le diagnostic. Et vous allez voir, vous allez le porter à un moment où il n'y a pas encore de réponse sérologique.
et donc où le sérodiagnostic serait encore négatif. Alors typiquement, la localisation, en tout cas chez l'homme, c'est au niveau du sillon balano-prépucial. Donc ça, c'est la forme caractéristique, mais ça peut être à peu près n'importe où sur la verge. Mais surtout, il y a des localisations atypiques qui reflètent la grande variété des pratiques sexuelles. Et finalement, vous allez retrouver des localisations aussi variées que le fond de la gorge, des localisations anales, des localisations anorectales. Et ce qui va poser un problème essentiellement en diagnostic, c'est quand les localisations vont être profondes, non apparentes. Intra-urétrales, intravaginales profondes, rectales et non plus anales. Et là, c'est assez difficile. Alors vous me direz, à côté de ce chancre, j'ai écrit qu'il y avait une adénopathie. Cette adénopathie est constante. C'est un ganglion, celui qui draine le territoire infecté, qui est grossi et induré. Néanmoins, comme l'induration est essentiellement inguinale, un ganglion dans une zone qui est très riche en petits ganglions, il n'est pas toujours facile de palper ce ganglion un peu tuméfié. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, plus la localisation est profonde, intravaginale, intrarectale, intraurétrale, plus vous aurez du mal à mettre en évidence le ganglion qui draine ce territoire. Donc l'adénopathie est constante, mais néanmoins pas toujours facile à palper et à diagnostiquer. Ok, vous retenez induré, indolore, cicatrisation spontanée et présence de Treponema pallidum à l'intérieur du liquide. Donc voici un chancre classique, pour ce que vous pouvez en voir avec ce vidéoprojecteur qui n'est pas de bonne qualité. Donc voilà le chancre, le sillon balano-prépucial, le chancre, et là, cette périphérie est vraiment indurée. D'ailleurs, le fond est également à une consistance cartonnée, et ce n'est pas quelque chose qui est très gênant, en tout cas en termes de douleur. La forme la plus contagieuse et la plus ennuyeuse de la syphilis, c'est quand on est passé à côté de la syphilis primaire, c'est la syphilis secondaire. Elle est le résultat d'une multiplication des bactéries à bas bruit au début, puis d'une dissémination bactériémique. Ça arrive en 3 mois, 6 mois, 1 an. Elle va durer, 1 an ou 2. Ça peut durer beaucoup moins de temps parce que les signes peuvent être frustres, et ces signes sont principalement une éruption cutanéo-muqueuse. Alors d'abord, une éruption qu'on appelle la roséole. C'est une roséole comme on en observe dans d'autres pathologies, que ce soit des pathologies virales ou éventuellement des toxidermies, des manifestations allergiques. Donc n'hésitez pas, si vous avez le moindre doute dans une présentation d'une roséole chez un adulte, n'hésitez pas à prescrire un diagnostic de syphilis et essayez de faire fi de la reluctance du patient à faire ce type de test. Vous devez être capable de demander un test diagnostique de la syphilis à n'importe qui, y compris à des patients âgés, y compris à des patients bien sous tout rapport. La syphilis est une pathologie qui peut toucher tout le monde. Bien, donc cette première éruption, cette roséole, vous y pensez, elle est en général limitée au tronc. Elle peut être extrêmement intense. Je vous montre une photo là qui est vraiment spectaculaire. Ça, c'est, vous voyez, bon, vous voyez pas très bien, mais vous voyez ces plaques rouges. Mais ça peut être beaucoup plus clair que ça. Ça peut être beaucoup moins étendu. C'est pas tout à fait caractéristique. Enfin, ça n'a rien de caractéristique. Et ça n'est pas toujours aussi beau que ce que je viens de vous montrer. Donc, ces macules rose pâle sont également accompagnées de ce qu'on appelle les syphilides. Et les syphilides, ça, c'est une manifestation cutanée plus rare. Ce sont des maculopapules qui sont indurés. Donc des espèces de petits boutons indurés de couleur marron, rougeâtre. Et ces papules indurées sont très caractéristiques de la syphilis, en particulier quand elles sont localisées au niveau palmo-plantaire. Un patient qui se présente avec des macules au niveau de la paume des mains, au niveau de la plante des pieds, c'est un patient qui a toutes les chances d'être en syphilis secondaire. À côté de ça, sur les organes génitaux, et en particulier sur le pénis, on va avoir à ce moment-là des lésions muqueuses qui sont très différentes du chancre. D'abord, elles sont plus nombreuses et elles sont extrêmement érosives, elles sont un peu sanguinolentes ou sérosanglantes. Et là, ça, c'est plein de tréponème pâle. Donc cette phase est extrêmement contagieuse. C'est la phase la plus contagieuse. Et c'est une phase à laquelle on n'échappait pas jusqu'au milieu du XXe siècle. Donc voilà les macules
vous devinez vaguement ici le relief, hein, c'est une macule papuleuse. C'est un bouton surélevé. Au niveau de la paume de la main, voilà ce que ça donne, et ça c'est vraiment très caractéristique. Donc cherchez ce signe-là, il est très important. Les lésions érosives, vous voyez ici le gland avec des lésions qui, elles, alors ne sont plus surélevées, ne sont plus indurées, ce n'est pas un chancre, et il y en a, et sur la photo il y en a plein, il y en a un peu partout ici, il y en a ici. Voilà. Alors la maladie se limite dans 90% des cas à ça quand elle n'est pas traitée. Heureusement maintenant elle est traitée, en tout cas dans nos pays, mais l'histoire naturelle de la maladie, c'est ensuite une phase de latence. Cette latence correspond quand même à une persistance des bactéries au niveau des lésions vasculaires, qui vont s'aggraver chez un certain nombre de patients, au niveau du système nerveux central, au niveau de l'œil, au niveau de la peau. Donc, cette phase latente peut durer très longtemps, elle peut durer 5 ans, elle peut durer 10 ans. Ce qu'on sait, c'est qu'au bout de 10 à 15 ans, on va avoir 8 à 10% qui vont développer une aggravation de la maladie à cause de ces lésions granulomateuses pleines de bactéries, ou en tout cas pleines de cellules qui réagissent contre les bactéries. Et ça atteint de multiples organes. D'abord, c'est une maladie cardiovasculaire. Je vous ai dit que c'était vraiment au XIXe siècle, c'était vraiment une cause de défaillance cardiovasculaire majeure. Mais il y a aussi une atteinte du système nerveux central qui est assez progressive, avec une démyélinisation, et puis une atteinte à la fois de la moelle épinière et du cerveau, avec une encéphalite possible. Et ça va conduire à des troubles à la fois neurologiques et psychologiques qui sont assez caractéristiques de l'image d'Épinal de la syphilis. À côté de ça, à côté de ces signes centraux et de ces signes cardiovasculaires, on va avoir des signes cutanés et des signes osseux. Alors, une atteinte osseuse avec des lacunes osseuses, des fractures spontanées, des lésions cutanées un peu particulières qu'on appelle les gommes, qui elles ne sont plus contagieuses. On est à une phase tardive de la maladie où on est plus en phase auto-immune qu'en phase infectieuse proprement dite. Et ces caractéristiques peuvent être juxtaposées ou séparées, peu importe. Ce qui va être spectaculaire, c'est l'aggravation neurologique et en particulier un phénomène qu'on appelle le tabès syphilitique, qui est une atteinte des cornes postérieures de la moelle. C'est une dégénérescence qui va conduire à des manifestations assez spectaculaires, en particulier des douleurs. Alors, des douleurs, la plus caractéristique, c'est une douleur apparemment gastrique pour le patient, mais des douleurs qui peuvent être des douleurs arthritiques, des douleurs absolument terribles. Hein. La syphilis, telle qu'elle est décrite dans la littérature, c'est une maladie redoutable. Une atteinte du contrôle des sphincters, donc une atteinte neurologique majeure, une incontinence fécale et urinaire totale, des lésions psychologiques et psychiatriques gravissimes, notamment une hyperagressivité et une hyperagressivité sexuelle notamment, donc ça c'est aussi pas facile à vivre. Et on définit typiquement dans la forme neurologique gravissime une syphilis dite quaternaire qui va conduire à une paralysie d'abord temporaire. Alors on observe d'abord des ataxies, on observe des hémiplégies, on observe des parésies qui disparaissent, qui reviennent, et puis on va finalement atteindre un stade de paralysie générale qui conduira au décès du patient. Donc c'est vraiment une maladie avec une évolution qui est terrible. Celle qui va vous concerner, la syphilis qui va vous concerner plus, c'est naturellement pas la syphilis tertiaire, que vous ne verrez probablement jamais de votre vie, mais plutôt la syphilis congénitale, qui elle va résulter de l'infection d'une mère par la bactérie et la transmission in utero à son enfant, enfin en tout cas à son fœtus. La plupart du temps, la forme la plus caractéristique, c'est une mort in utero. Il y a une transmission qui va essentiellement avoir lieu au cours du 4 ou 5e mois de grossesse, et donc qui va conduire à une mort in utero, ou alors, à la naissance, une forme majeure caractéristique et ictérique, un peu comme dans le cas de la listériose, avec atteinte ostéo-articulaire, avec une pneumonie, avec un coryza mucopurulent, donc un écoulement nasal mucopurulent assez caractéristique, et l'éruption maculopapuleuse, qui ressemble tout à fait à celle de la syphilis secondaire. Alors je vous ai dit que ça survenait, cette transmission, elle survenait essentiellement à partir du 4e ou 5e mois. Ça veut dire qu'elle ne survient pas avant.
Ça veut dire que si vous faites le diagnostic d'une syphilis chez une femme qui est à moins de 3 mois de grossesse, vous êtes dans le premier trimestre, vous pouvez tout à fait la traiter pour sa syphilis et vous protégerez à 100% le futur nouveau-né. D'où l'importance de faire un diagnostic prénatal de la syphilis pour pouvoir traiter pendant le premier trimestre de la grossesse, enfin, jusqu'à la fin du premier trimestre, parce que le traitement est très court, c'est 2 injections de pénicilline. La pénicilline, comme vous le savez maintenant, ça peut se donner pendant la grossesse. Et donc, on fait un traitement très efficace, d'où la nécessité de faire ce test, de cette recherche sérologique d'infection par Treponema pallidum, et de traiter si on est avant le 4 ou 5e mois. Après, la transmission a des chances d'être faite. Autre caractéristique de la syphilis congénitale, et là encore on retombe dans l'image d'Épinal, mais vous la verrez souvent, en tout cas ceux d'entre vous qui s'intéressent à la peinture ou à l'iconographie, il y a une multitude de représentations, notamment dans la peinture du XVIIe et du XVIIIe siècle, chez les Anglais notamment, chez William Hogarth. Il y avait une très belle exposition l'année dernière où on voyait des lésions syphilitiques des enfants. Il y a tout un code pictural qui montre notamment des broches au niveau du tibia et du péroné, des lésions au niveau des avant-bras, qui sont assez caractéristiques et qui évoquent, aux gens qui regardent les tableaux au XVIIIe et au XIXe siècle, qui évoquent un contexte de syphilis. Donc ces déformations osseuses sont très importantes et très pénalisantes. À côté de ça, plus tard, une évolution vers la cécité via une kératite bilatérale, la surdité, des atteintes dentaires. Et ces atteintes dentaires sont très caractéristiques, si caractéristiques qu'elles servent de marqueur aux gens qui font de la paléobiologie, qui déterrent des cadavres pour voir de quoi ils sont morts. Eh bien, on s'aperçoit que la syphilis existe probablement en Europe depuis bien plus longtemps qu'on ne le pensait historiquement. C'est-à-dire que si les épidémies remontent à 1494, initialement, on retrouve dans un certain nombre de sépultures, et notamment de sépultures grecques, dans le sud de l'Italie, en Grande Grèce notamment, on a dans des tombes du VIe siècle avant Jésus-Christ, on a des atteintes dentaires qui évoquent très fortement une atteinte syphilitique ou au moins tréponémateuse. C'était peut-être pas la syphilis encore à l'époque, dans sa forme épidémique, mais c'était déjà une infection à tréponème, très vraisemblablement. Voilà. Ah bah voilà un tableau de Hogarth, vous ne voyez pas tellement bien, c'est un détail d'une des scènes de Hogarth. On voit ici la mère qui est en train de mourir de la syphilis, son confident et mari qui est en train de lui piquer ses bagues pour pouvoir pour pouvoir retourner jouer aux cartes. Donc la mère est en train de mourir et vous voyez ici les petites fixations, les broches métalliques le long des jambes de l'enfant. Bien, alors ce qui va vous concerner, alors si vous êtes intéressé par la syphilis, et en particulier quand vous serez en train de rédiger vos questions d'internat, enfin d'examen qualifiant, je vous conseille d'aller voir sur les sites des dermatologues, puisque la syphilis, c'est essentiellement une maladie de diagnostic dermatologique à l'origine. Donc, que ce soit en neurologie pour les phases tardives, mais surtout en dermatologie, vous aurez plein d'informations. Et il y a un très très bon site il y a un très bon lien sur le site de l'Université de Grenoble. Je vous ai montré un certain nombre de photos tout à l'heure. Et ces photos ont été faites par Jean-Claude Béani, qui est un dermatologue de Grenoble, et il a fait une très très belle question d'internat, qui est vraiment accessible en ligne et qui est très bien, très orientée sur, naturellement, le diagnostic sur la sémiologie cutanée. Moi, ce dont je vais vous parler, c'est du diagnostic au laboratoire de la syphilis. Donc, je vous ai dit qu'il y avait un examen direct qui était caractéristique. On pouvait utiliser un microscope à fond noir, mais il faut tomber au bon moment, il faut tomber sur le chancre, il faut recueillir la sérosité du chancre, et il faut quasiment avoir un microscope sur place, un microscope à fond noir, ce que tout le monde n'a pas, pour avoir un joli contraste de couleurs, enfin d'intensité lumineuse, et ce n'est pas très facile. En plus, c'est difficile sur les localisations qui ne sont pas les localisations classiques génitales, puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plein de tréponèmes dans la bouche, la vôtre comme la mienne, et que ce n'est pas parce qu'on voit des tréponèmes sur un microscope à fond noir que c'est la syphilis dont est atteint le patient. Donc, utilisable sur les sérosités, qu'est-ce qu'on voit? On voit des bactéries en forme d'hélice, en forme de tire-bouchon. Elles ont 6 à 12 spires, et surtout, la caractéristique par rapport aux tréponèmes commensaux de la bouche, c'est qu'elles se déplacent dans l'axe de l'hélice en tire-bouchon. Donc elles ont un mouvement rotatif caractéristique, et comme il n'y a pas de coloration sur cette technique du fond noir, eh bien on va voir les bactéries bouger, elles sont encore vivantes
dans les quelques secondes qui vont suivre le moment où on les met sur la plaque. Donc voilà à quoi ça ressemble. Oh, superbe. Écoutez, je pense qu'il faudra vos représentants au conseil pédagogique, j'espère, nous soutiendront quand on demandera un nouveau vidéoprojecteur pour cet amphi, parce que c'est absolument catastrophique, alors que dans les autres amphis, il y a quand même beaucoup mieux. Vous voyez ici au microscope électronique à balayage la forme caractéristique en tire-bouchon, en hélice. Vous voyez que ça ressemble un peu à Helicobacter pylori, mais en beaucoup plus long. Et là, vous devinez ici un petit bâton enroulé. Tout droit, c'est quand même une tige enroulée sur elle-même. Et c'est ça qui bouge avec cette mobilité en tire-bouchon. Bien, donc cet examen direct, il ne va pas servir à grand-chose, et il n'y a pas de culture possible, je vous l'ai dit. Pourquoi? La bactérie est d'une fragilité extrême, et sa culture est impossible in vitro. Je vous ai dit qu'on pouvait in vivo la cultiver, on peut injecter ça dans des testicules de lapin, on réalise une orchite, et on peut produire des tréponèmes avec ça. Ça sert en biologie pour faire un diagnostic particulier, mais ça n'est naturellement pas, vous l'imaginez bien, d'utilisation facile. Il n'y a pas de test, il n'y a pas de PCR efficace pour la syphilis, en tout cas, rien qui justifie qu'on impose la PCR par rapport au sérodiagnostic. Parce que le sérodiagnostic, le diagnostic sérologique, donc, est suffisamment spécifique et performant pour qu'on puisse diagnostiquer la maladie sans autre information. Alors, ce diagnostic, il nécessite qu'on ait, donc c'est une recherche d'anticorps, il nécessite donc qu'on ait des antigènes bactériens, des antigènes de tréponème pâle. Donc, comme je viens de vous le dire, comme ça ne se cultive pas, à part sur les testicules de lapin, eh bien, on ne dispose pas couramment de ces antigènes de tréponème. On s'est aperçu qu'il existait, spécialement chez l'homme, une structure qu'on appelle, enfin des molécules qu'on appelle des réagines, des structures qu'on appelle les cardiolipides. Ces cardiolipides sont probablement la cible des anticorps produits par l'infection à tréponème et expliquent la vascularite, l'atteinte cardiovasculaire des stades tardifs de la maladie. Donc quand on fait une syphilis, on fait des anticorps qui sont non seulement dirigés contre le tréponème, mais également contre des structures qui sont les cardiolipides. Et donc ces cardiolipides, ces anticorps anticardiolipides, qu'on appelle aussi les réagines, c'est les anticorps qu'on appelle les réagines, sont assez spécifiques de la syphilis. Ils ne sont pas totalement spécifiques, on va le voir dans un instant. Il y a de temps en temps des réactions positives quand on recherche ces anticorps chez des gens qui n'ont pas la syphilis. Mais chez les patients qui ont la syphilis, alors on a cette production de réagines qu'on peut détecter. Le gros avantage, c'est que les tests ne sont pas chers du tout, ils sont extrêmement simples à mettre en œuvre, et il y en a un certain nombre. Le plus courant s'appelle le VDRL. VDRL, c'est un nom commercial d'un laboratoire américain qui a mis ça au point, qui s'appelait le Venereal Disease Research Laboratory. Enfin, peu importe, c'est un test très simple qui se fait vraiment sur un coin de paillasse et qui permet de détecter ces réagines. Donc, a priori, quand ce test est positif, ça veut dire qu'il y a des anticorps qui réagissent contre les cardiolipides. Il y a des chances pour que ce soit des anticorps anti-tréponème. Néanmoins, lorsqu'on a un VDRL positif, il va falloir confirmer qu'il s'agit bien d'une réaction spécifique anti-tréponème, et pour ça, on mettra à ce moment-là en route un deuxième test, et ce test, c'est un test qui détecte, non pas comme c'est écrit sur la diapositive, les antigènes de la bactérie, mais qui fait réagir les anticorps du patient avec des antigènes bactériens. Alors, le plus célèbre de ces tests-là, il est spécifique de Treponema pallidum, c'est le TPHA, c'est un test d'hémagglutination, c'est une agglutination un peu particulière, et donc il s'appelle le Treponema pallidum Hemagglutination Assay. Donc c'est ce test-là qu'on utilise le plus souvent. Il existe des techniques analogues avec des méthodes de type ELISA, et puis il existe un test encore plus sensible, commercialisé, qui s'appelle le FTA, et qui utilise des tréponèmes, et la réaction anticorps tréponème se manifeste par le développement d'une fluorescence. Et ce test-là, on va voir, est un tout petit peu plus précoce dans la détection de la réponse immune. Il y a des textes législatifs, des textes réglementaires qui fixent ce qu'on doit faire, parce que ce n'est pas des tests courants. Et le diagnostic, ça doit d'abord être un test du groupe 1 et un test du groupe 2, c'est-à-dire que chaque fois que vous allez prescrire une recherche
de sérologie syphilitique, une recherche d'anticorps anti-syphilis, eh bien vous allez devoir faire un test de type VDRL et un test de type TPHA. Ce qu'on vous demande à ce stade, ou ce qu'on se demande au laboratoire à ce stade, c'est juste un test qualitatif, c'est-à-dire qu'il prend le sérum du patient, il regarde si ça agglutine ou pas. Après, s'il y a une maladie, si on traite la maladie par les antibiotiques et qu'on veut voir comment ça évolue, alors à ce moment-là, on contrôlera à chaque fois par un test du groupe 1, parce qu'ils ne sont pas chers et faciles à réaliser, et un test du groupe 2, où cette fois-ci, on va essayer de quantifier les anticorps qui sont présents. On va simplement faire des dilutions de sérum, et on va regarder jusqu'à quelle dilution on a encore la réaction positive d'agglutination. Et on espère qu'au cours de la maladie, et surtout au cours du traitement, on va avoir une diminution du taux d'anticorps, donc qu'il faudra diluer de moins en moins pour avoir une réaction positive. Les limites du test, eh bien, c'est d'abord la partie non immune de la maladie, c'est-à-dire les jours qui précèdent le chancre. Et puis, c'est le nouveau-né, chez qui, en tout cas le fœtus, puis le nouveau-né, chez qui on n'a pas accès à une réponse immune de qualité qui permet de détecter ces anticorps. On détecte les anticorps maternels, mais pas ceux du nouveau-né. Et puis, puisque c'est souvent le contexte maintenant, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans le cadre du VIH, la syphilis est toujours plus grave. C'est une maladie qui a été très associée à l'épidémie du VIH, en tout cas dans sa transmission sexuelle. Et chez les patients immunodéprimés, eh bien, on peut avoir des réactions, des réactions anticorps extrêmement faibles, et dans ce cas-là, le test reste négatif. Un tableau extrêmement important que je vous demande d'apprendre, qui essaye de résumer ce qu'il faut que vous fassiez, et surtout comment vous allez interpréter ce test du groupe 1 et ce test du groupe 2. Donc, je vous rappelle, VDRL, c'est les antigènes anticardiolipides, pas tout à fait spécifique, mais facile à mettre en œuvre. TPHA, c'est spécifique de Treponema pallidum. Dans le cas le plus courant, vous aurez les deux tests négatifs. Donc ça vous revient du laboratoire, VDRL-, TPHA-. Absence de syphilis, une syphilis complètement guérie, ça vous pouvez pas naturellement vous ne pouvez pas l'écarter, ou bien les tout premiers jours du chancre, la phase d'incubation et les tout premiers jours du chancre. En effet, si vous regardez le tableau qui est en dessous, vous avez ici en ordonnée le titre des anticorps en fonction du temps, à partir de la contamination, ici, enfin du comptage, l'apparition du chancre, eh bien, la réponse immune, voilà, elle apparaît dans les heures qui suivent du chancre. Et vous voyez qu'elle atteint un maximum au bout de 1 mois et demi, et que le test le plus précoce, c'est pour ça que je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est le test fluorescent, c'est le FTA. En revanche, celui qui est le plus utilisé, parce qu'il est là aussi très sensible, mais surtout qui perdure dans le temps, c'est le fameux TPHA. D'accord ? Il a l'avantage de monter assez vite, assez haut, et surtout de perdurer, donc on peut diagnostiquer quand même à 10 fois. Bien. Donc ça, c'est les tests de type réagine comme le VDRL. Vous voyez que c'est beaucoup plus tardivement qu'il se positive, et surtout, il diminue très vite en intensité, ces anticorps sont présents peu de temps, et très vite. Alors là, vous avez un test qui s'appelle le test de Nelson, qui est mentionné sur cette diapositive hors d'âge. Le test de Nelson, ça reste un des tests de référence qui ne se pratique plus jamais, parce qu'il se pratique uniquement avec des tréponèmes vivants. Donc il faut avoir le lapin avec son orchite pour pouvoir aller rechercher des tréponèmes et regarder si on arrive, en mettant le sérum du malade sur les tréponèmes, à arrêter qu'ils se déplacent en tire-bouchon, parce que si les anticorps se fixent, ça tue les bactéries. D'accord ? Donc ce test de Nelson est historique. Il avait un intérêt, c'est vraiment le test qui affirme sur des tréponèmes vivants que les anticorps du patient sont spécifiques d'un tréponème pallidum vivant, infectieux. Vous voyez qu'il a le gros défaut, c'est de ne jamais être positif avant le 2e mois, ce qui limite vraiment son intérêt diagnostique. Alors ce qui va se passer de temps en temps, c'est que chez un patient qui n'a pas la syphilis, à qui vous avez prescrit ça, vous avez prescrit le test, eh bien vous aurez une réaction VDRL positive et vous avez un TPHA qui est négatif. C'est naturellement le TPHA qui compte dans ce cas-là, et c'est ce qu'on appelle un faux positif. Le patient n'est pas atteint de syphilis. C'est la raison essentielle pour laquelle on fait le TPHA, toujours associé au VDRL, malgré son coût. En revanche, si les deux tests sont positifs, eh bien c'est qu'il y a une syphilis. Alors c'est qu'il y a une syphilis, sauf si vous vous trouvez dans une des régions dans laquelle sévit ces tréponématoses non vénériennes, dont je vous ai parlé en quelques mots tout à l'heure, le pian, le bégel, le karaté.
eh bien là, on va avoir, puisque les patients sont infectés, c'est une infection relativement bénigne, par ces tréponèmes un peu pathogènes, eh bien il va y avoir une réaction TPHA parfois positive. Et puis, un faux positif qu'il faut connaître, chez les patients atteints de paludisme, eh bien, on a de temps en temps des TPHA positifs, c'est-à-dire qu'une sérologie syphilis faite dans un contexte de paludisme actif peut donner un résultat faussement positif. Le cas qui est un peu plus ennuyeux, c'est un VDRL négatif, c'est-à-dire les réagines qui ont disparu, celle-ci, là. Hop, cette courbe-là est retombée, et vous avez un TPHA positif. Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle une séquelle sérologique. Il y a eu une syphilis, une infection tréponémateuse, et elle est en voie de guérison, ou en tout cas, le taux d'anticorps est extrêmement faible. C'est ce que vous allez retrouver, par exemple, dans la syphilis tertiaire, ou avec un faisceau d'arguments qui est un faisceau clinique, les infections neurologiques, infections cardiaques, infections cutanées. Il y a plein d'autres choses dont je ne vous ai pas parlé sur les manifestations de la syphilis. Il y a, la perlèche, des lésions au commissure des lèvres, des dépapillations, des plaques d'alopécie, des dépilations de sourcils. Il y a plein de signes. Je vous renvoie au cours de dermatologie où on vous traitera de ce type d'infection. Mais néanmoins, sur ce faisceau d'arguments et sur un TPHA positif avec un VDRL négatif, vous pourrez faire le diagnostic de syphilis tertiaire. Malheureusement, le traitement antibiotique est sans effet à ce stade. Donc, si on résume, le premier test, si vraiment vous voulez avoir une réponse rapide, vous avez un chancre à minima, c'est souvent très petit le chancre, et vous tenez rapidement, parce que le patient n'est peut-être pas fiable, que vous n'êtes pas sûr de le revoir dans de bonnes conditions, eh bien vous pouvez demander, dans ce cas-là, un FTA, parce que c'est le test le plus rapide. Il n'a vraiment d'intérêt que dans cette situation-là. Autrement, vous interprétez d'abord sur le TPHA. C'est le TPHA qui affirme ou infirme la présence d'une tréponématose. Le VDRL, ensuite, avec le temps, comme c'est un test pas cher et facile à faire, il va vous permettre de dire si le traitement est actif et à quelle vitesse il est actif. De positif au début de la maladie, vous allez le voir progressivement se négativer dans sa version quantitative notamment. Ok, vous essayez de retenir ce petit tableau qui est assez simple. Il est assez rare que je ne vous interroge pas là-dessus d'une façon ou d'une autre. Bien, comment est-ce qu'on traite la syphilis? On traite facilement la syphilis primaire et la syphilis secondaire, à condition naturellement de les avoir diagnostiquées. Et ce traitement, c'est un grand classique. C'est un traitement qui fait un peu mal. C'est un traitement d'injection de la pénicilline G par voie intramusculaire. Le problème de la pénicilline G, c'est comme on l'a évoqué en TP, c'est une molécule qui a entre 1h30 et 2 heures de demi-vie. Donc autant vous dire que pour avoir une persistance de l'antibiotique dans le corps, eh bien, il faudrait multiplier les doses. Eh bien, on a trouvé une solution, les pharmacologues en tout cas, ou les galenistes ont trouvé une solution alternative. Ils ont fait des esters à libération prolongée de pénicilline, en particulier la benzatine pénicilline, commercialisée sous le nom de spécialité d'extensiline, comme ça se prononce, E-X-T-E-N-C-I-2-L-I-N-E. Et l'extensiline, ça se donne en une injection IM, c'est 2,4 millions d'unités. Éventuellement, on donne une deuxième injection à une semaine d'intervalle. Donc ça marche très bien pour syphilis primaire et syphilis secondaire. La libération lente à partir du site musculaire dans lequel vous avez injecté de la pénicilline va suffire pour neutraliser cette bactérie, pour tuer cette bactérie qui est très fragile. Si le patient est allergique à la pénicilline, là ça se corse un peu, il y a des alternatives. Les alternatives, c'est les tétracyclines. Vous savez qu'on peut les donner à partir du moment où on a des dents d'adultes. Et puis, il y a éventuellement les macrolides comme l'érythromycine. Et là, si vous êtes amené à prescrire dans ce genre de situation, je vous recommande d'aller voir dans les manuels d'infectiologie pour savoir comment ça se passe. Donc ça, c'est un traitement qu'il faut absolument connaître. Et qu'est-ce qui se passe? Comment évolue la sérologie? Eh bien, le FTA va chuter assez rapidement, TPHA plus lentement, il est assez bien pour contrôler, les réagines relativement lentement aussi. En revanche, ça neutralisera complètement tout de suite, ça anéantira un test de Nelson, un test d'immobilisation des tréponèmes. D'accord ? Donc, vraiment, on a une objectivation sérologique de l'efficacité du traitement. Pour conclure, les recommandations,
Dépistage systématique au premier trimestre de la grossesse. Essayez de vous souvenir pourquoi c'est au premier trimestre et que jusqu'au début du 4e mois, vous pouvez traiter efficacement une femme qui a développé une syphilis. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure parce que je n'ai parlé que de la transmission transplacentaire. Il y a quand même des cas rares de transmission possible, directe au moment de l'accouchement d'un nouveau-né par contact avec un chancre néoformé chez la maman. S'il y a un chancre génital donc acquis dans les 6 dernières semaines de la grossesse, ce qui n'est pas super fréquent, eh bien, au moment du passage de la filière, l'enfant peut se contaminer également. Mais ça n'a rien à voir avec le mode habituel de contamination, qui est un mode de contamination transplacentaire, comme pour l'Listeria monocytogenes. Deuxième chose importante, on sait que, je vous l'ai dit tout à l'heure en tout cas, qu'il y a des infections, il y a eu des transmissions de syphilis par des dons de sang. Alors quand on laisse plus de 24 heures le sang au réfrigérateur, ce qui est le cas maintenant, ça annihile absolument toute velléité du tréponème d'être infectieux, donc ce n'est pas vraiment un problème. Néanmoins, ça fait partie, dans le contexte légal des recommandations, dépistage systématique des donneurs de sang pour la syphilis. Ne vous étonnez pas, si vous allez donner votre sang, on vous fera ce diagnostic. Le plus important peut-être, c'est ne pas hésiter à prescrire. Vous serez confronté dans votre pratique à des cas où la suspicion de syphilis va vous caresser l'esprit. Et vous aurez en face de vous un monsieur très bien, ou une dame très bien, ou une petite mamie, ou quelqu'un chez qui vous n'imaginez pas qu'il puisse y avoir une syphilis. Eh bien, l'attitude que vous devez avoir dans ce cas-là, ce n'est pas d'imaginer, c'est de vous dire que c'est possible et donc qu'il faut le faire. D'accord ? C'est parfois difficile, vous verrez. Naturellement, rechercher systématiquement d'autres maladies sexuellement transmissibles et pas seulement bactériennes. Il ne faut pas seulement rechercher du gonocoque et chlamydia. Il faut penser que les grandes maladies sexuellement transmissibles, c'est quand même les maladies virales, comme l'hépatite B, le VIH, dans une moindre mesure l'hépatite C. Et puis naturellement, examiner et traiter les sujets contacts. Là encore, souvent vœux pieux, puisque vous imaginez bien que chez les gens qui ont des pratiques sexuelles un peu intenses et beaucoup de partenaires, il ne va pas être très facile de réunir tout ce petit monde dans votre cabinet pour pouvoir les examiner et encore moins les traiter. Bien, ok pour la syphilis. Si vous avez des questions, on pourra en reparler, mais vraiment une maladie importante. Puis vous avez vu, à la fois en termes de diagnostic et en termes de physiopathologie et d'évolution de la maladie, c'est très particulier comme infection. Bien, alors pour terminer, un petit mot sur Haemophilus ducreyi. Bactérie que vous ne rencontrerez pas trop, c'est plutôt une bactérie des pays très défavorisés et puis des pays chauds. Mais néanmoins, c'est une infection humaine. Cette fois-ci, un petit peu par analogie avec la syphilis, il n'y a pas non plus de réservoir animal, il n'y a pas de réservoir environnemental. C'est une maladie des pays en voie de développement et malheureusement, dans certaines conditions de promiscuité sexuelle notamment, c'est une maladie endémique, voire épidémique. Grande maladie, par exemple, dans les années 80-90, dans les mines d'or en Afrique du Sud, où il n'y a que des hommes. Il y a éventuellement quelques endroits spécialisés avec des prostituées et la contamination est extrêmement intense, rapide, à partir d'un ou deux sujets contacts. De temps en temps, dans les pays développés, là encore sur des populations assez ciblées, avec des pratiques sexuelles importantes, en tout cas intenses, on a des épidémies sporadiques. Donc il faut que vous sachiez que ça existe et que ça se diagnostique pas très facilement. En général, dans nos pays en tout cas, il y a des co-infections très fréquentes et la présence d'Haemophilus ducreyi doit tout à fait faire penser à une infection par le VIH, en sachant que la bactérie ou cette infection-là, vous allez le voir, elle est très érosive, elle favorise la transmission du VIH. Elle est beaucoup plus souvent diagnostiquée chez l'homme que chez la femme, parce qu'elle est symptomatique chez l'homme, mais qu'elle ne l'est pas chez la femme. Donc un sex ratio plus important. Alors c'est un hémophilus, donc une bactérie de la famille de ces petits bacilles à gram-négatifs qu'on a dans la gorge. Celui-là ne vit pas dans la gorge, il est vraiment très spécifique de l'appareil génito-urinaire humain. Et il est capable, à la différence des autres hémophilus, de passer à travers l'épithélium et d'entraîner une réaction immune assez intense. Il est probablement intracellulaire, ce qui fait qu'il va susciter une réaction immunitaire de type T cytotoxique.
il y a très peu de réponse anticorps, et en tout cas, cette réponse anticorps n'est pas protectrice. Ça veut dire qu'il peut y avoir des récidives après un traitement, il n'y a pas d'immunité conférée par la première infection. Le pouvoir pathogène, c'est d'abord une papule, en général, là encore, sur les organes génitaux, qui va évoluer non plus vers un petit chancre induré et indolore, mais cette fois-ci vers un ulcère, et un ulcère qui fait très mal, c'est ce qu'on appelle le chancre mou. Cet ulcère est non induré, il est extrêmement douloureux, et là la consultation est assez rapide par le patient, c'est une douleur très intense, et ça fait très peur. C'est souvent très délabrant, et dans les hôpitaux spécialisés en dermatologie vénérienne, on a parfois il y a en tout cas des photos qui sont très spectaculaires de délabrement de la verge notamment. C'est nécrotique, ça saigne très facilement, ce qui n'est pas du tout le cas du chancre syphilitique, et les ulcères sont multiples la plupart du temps, notamment chez les patients VIH, qui sont ceux que vous risquez de rencontrer avec cette maladie-là, à la différence de la syphilis où, en général, le chancre est unique. En général seulement. L'adénopathie est constante et bien plus importante que pour le chancre syphilitique, donc là, vous allez voir des gros ganglions, inguinaux notamment. Donc la forme caractéristique, vous ne voyez pas grand-chose, alors je vais vous montrer. Là, on voit 3 chancres, vous les voyez, ça fait vraiment des trous. Là, il y en a un autre, ici. Donc plusieurs lésions, et des lésions qui font très mal, et c'est ça la consultation, ça fait super mal. Comment est-ce qu'on fait le diagnostic? Eh bien, un peu comme pour la syphilis, c'est pour ça que j'ai mis ça dans le même cours, ça se fait à l'examen direct. Donc il faut que vous soyez capable, lorsque vous avez une suspicion de chancre mou, vous avez vu que cliniquement c'est très évocateur, il faut que vous soyez capable de faire un prélèvement et de l'envoyer très très vite au laboratoire pour qu'on fasse un examen direct, simplement une coloration de Gram, maintenant que vous savez ce que c'est, donc ça se fait vraiment en quelques minutes, et les bactéries vont se présenter sous la forme suivante. C'est des tout petits bacilles à Gram négatif, mais qui se mettent dans un assemblage caractéristique dans le prélèvement biologique qu'on appelle en chaîne de vélo. C'est des chaînes, et si on les voyait correctement avec un grossissement dans un beau microscope, on verrait que ça ressemble, imaginez un peu les entérobactéries qu'on a vues en TP, avec la coloration bipolaire, eh bien on a vraiment l'impression des éléments constitutifs d'une chaîne de vélo. La culture est extrêmement fastidieuse, ça pousse très très mal, il y a peu de laboratoires qui sont capables de faire pousser ça, et moi j'ai l'expérience de la culture de cette bactérie, et même quand on reçoit des souches du centre de référence qui ont déjà été précultivées, qu'on nous envoie sur de très bons milieux, on a dû énormément de mal à les faire repartir. Une fois sur 5, ça ne repart pas. Donc c'est très difficile en culture et il faut oublier la culture comme diagnostic. Et donc c'est vraiment sur l'examen direct et sur la clinique que vous allez faire le diagnostic, sans qu'il y ait cette fois-ci de sérologie comme pour la syphilis pour vous aider. Ce qui va être plus intéressant peut-être comme prélèvement, c'est dans les formes graves, s'il y a un gros ganglion, on peut prélever le ganglion et là, il y a une multiplication bactérienne intense. Donc le rendement est bien supérieur au prélèvement local. Et puis il y a maintenant, dans un certain nombre de kits destinés plutôt au tiers-monde, des PCR multiplex, c'est-à-dire qui recherchent plusieurs cibles. Et ces PCR multiplex maladies vénériennes permettent de diagnostiquer les herpès, les chlamydioses, et éventuellement Hémophilus ducreyi aussi. Donc ça, c'est assez à la mode et ça va probablement se développer. En termes de traitement, il est extrêmement simple et il ressemble sans doute à ce que Anne Cady vous a présenté comme traitement des infections à gonocoque. C'est la ceftriaxone qui est l'antibiotique de choix. Vous savez tous maintenant que la ceftriaxone, c'est une céphalosporine de 3e génération, qu'elle est disponible en ville, qu'elle s'administre très facilement. D'habitude, on en donne 1 gramme à 2 grammes par jour dans le traitement des infections graves, par exemple des septicémies à entérobactéries. Là, vous voyez que la posologie est ridicule, c'est 250 mg. Et le gros avantage, c'est que ça se donne en injection intramusculaire. Et notamment dans les pays en voie de développement, c'est un mode d'administration extrêmement facile, puisqu'on utilise les mêmes pistolets que ceux qu'on utilise pour la vaccination. Donc un gros pistolet pneumatique pour injecter. On met la ceftriaxone dedans et on fait passer les patients et on leur fait une injection dans l'épaule, par exemple. On n'a plus besoin de les revoir, ils sont guéris, c'est fini, il n'y a pas de suivi du traitement, il n'y a pas de compliance nécessaire. Donc c'est pour ça que c'est la recommandation de l'OMS, la ceftriaxone en injection comme ça. Néanmoins, dans nos pays, et en particulier chez les patients VIH+, chez qui vous pouvez vous assurer d'une compliance, la ciprofloxacine a une bactéricidie très intense sur ces bactéries-là et sur la plupart des agents responsables d'infections vénériennes, sauf la syphilis. Donc, un comprimé de Ciflox à 500 mg 2 fois par jour
pendant 3 jours est tout à fait suffisant, y compris chez les patients sévèrement immunodéprimés. Il y a une recommandation américaine, une recommandation du CDC, qui utilise cet antibiotique, ce macrolide dont je vous ai parlé 1 ou 2 fois, qui s'appelle l'azithromycine. C'est une érythromycine modifiée avec une demi-vie très longue, qui se concentre dans les macrophages et les polynucléaires pour aller emmener l'antibiotique sur le site de l'infection. Et l'azithromycine, donc commercialisée sous le nom de Zitromax, est un produit extrêmement polyvalent pour toutes les infections vénériennes. Et c'est vrai que cet antibiotique qui est très cher est néanmoins un très bon choix parce que vous pouvez donner 1 gramme au patient, vous lui donnez dans votre cabinet, donc vous le voyez prendre son comprimé ou ses 2 comprimés d'azithromycine et c'est fini et vous avez couvert chlamydia, vous avez couvert mycoplasme, le gonocoque, hémophilus ducreyi et éventuellement même la syphilis puisque c'est un macrolide et qu'il est actif sur Treponema pallidum. D'accord ? Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. On se revoit, je crois, la semaine prochaine pour les chlamydia. Le poly est à disposition, enfin il était à disposition et il l'est encore, et donc le cours est enregistré, donc vous pourrez en disposer. Merci et à la semaine prochaine.